Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications. Donc, on comprend qu'il est nécessaire donc de faire pas mal d'exercices, d'entretenir ses veines, et surtout quand on sait que, on le rappelle, hein, l'insuffisance veineuse concerne un Français sur trois, et qu'elle évolue par poussée. Nous venons de découvrir donc avec vous toutes les alternatives de traitement. Il est désormais temps d'ouvrir la discussion, et je vois qu'il y a déjà une question. Donc, vous pouvez les poser en haut dans Live Comments, hein, je vous rappelle, donc par écrit, et le docteur va y répondre. Voilà, j'ai déjà une première question. Alors, cette personne me dit qu'elle est séduite par les explications, qui me rassurent, et je dois dire que c'est la première fois que j'ai effectivement des problèmes après une fracture de la cheville et un arrachage des malléoles. Et jusqu'à présent, personne ne m'a rassurée pour des soins et prise en charge. Merci de bien vouloir me donner vos coordonnées. Je souhaiterais vous rencontrer et avoir un rendez-vous. Vous avez déjà une patiente, une nouvelle Ok, patiente, docteur. Voilà. on va avoir des problèmes. Alors, c'est gentil. Alors, par contre, c'est intéressant parce que ça souligne un point qui est important, c'est que on a parlé de la marche. Et l'outil de marche, c'est le pied, c'est la cheville, c'est le genou. Et en cas effectivement, de séquelles de fracture ou quand le pas va pas pouvoir se faire normalement, que le pied ne va pas dérouler comme il faut au sol, on va pas activer la pompe veineuse comme il faut. Donc, en consultation, je suis extrêmement vigilant à ça, à prescrire. Alors, parfois, on ressort avec une prescription de contention, de Oui, vénotonique éventuellement, et des semelles orthopédiques. Voilà, voilà. c'est la vie de tous les jours, mais le pied est un outil ultra important dans le retour veineux. Il faut prendre soin de toute la chaîne articulaire, effectivement. Oui, parce que effectivement, ça empêche de marcher et c'est la meilleure prévention. Vous l'avez redit à plusieurs fois. Donc, entretenir ses pieds, tout comme ses jambes. Le prix des différents traitements, docteur, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Tout à fait. Alors, les traitements de sclérothérapie, tant qu'ils ne sont pas esthétiques, ils sont médicaux, ils sont pris en charge par la sécurité sociale. Alors, il y a une échelle de prix, hein, voilà, ça va de 18 à 95 ou 129, je crois, pris en charge du moment que vous avez une mutuelle. Tout ce qui est actes de phlébectomie ou de chirurgie, ben, vous avez pareil une prise en charge par la sécurité sociale, et puis après, c'est des dépassements d'honoraires qui sont souvent liés au temps qu'on y passe, tout simplement. En laser, radiofréquence, donc c'est une technique qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Encore une fois, le temps passé va justifier d'un dépassement ou d'une contrainte particulière. Et alors, l'écothérapie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, certes. Ça démarre pour une technologie qui est quand même une technologie de pointe. Hein. Il faut bien se rendre compte que ce sont des robots chirurgicaux. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais ça démarre pas loin de 1000 euros. C'est vrai que c'est une somme, mais c'est une somme qu'on investit aussi dans un confort. Et il y a 15 ans, quand j'ai démarré le laser, c'était laser versus chirurgie, et c'était pareil. On investissait une somme d'argent équivalente. Hein. C'était à peu près les mêmes ordres de prix. Après, il y a des honoraires en fonction du temps qu'on y passe, encore une fois, ça c'est Oui, donc, incontournable. Mais comment ça se passe, docteur? De combien de séances je peux avoir besoin en ah, écothérapie? Est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous avec vous ou avec vos confrères? Enfin, non, avec vous, en l'occurrence, vous êtes le seul en France à utiliser cette technique. pour l'instant, Pour l'instant, non, non, mais bientôt il y ça en va aura venir. d'autres, mais je veux dire, vous êtes le premier, enfin, le pionnier donc en France. Et donc, combien de rendez-vous avant? Combien de séances? Oui. Comment ça se passe? Alors, le traitement, que ce soit laser ou écothérapie, d'ailleurs, c'est une séance. On ne va pas faire 50 séances de laser ou 50 séances d'écothérapie. Le but du jeu, c'est vraiment de fermer la veine principale qui fonctionne plus en une session. Au préalable, il aura fallu faire des codoplaires pour savoir ce qu'on a à faire. Dans les techniques chirurgicales qui nous emmènent au bloc, la veille, souvent, on se voit pour faire un marquage préopératoire, pour repérer ce qu'on va faire le lendemain au bloc. En écothérapie, bon, il n'y a pas besoin de cette étape-là, puisque de toute façon, on est au cabinet, on est équipé. Et le traitement se fait en une fois. Une séance d'écothérapie pour une grande saphène, ça va durer une bonne heure quand même. C'est une technique qui prend un peu de temps. Mais bon, voilà, on est au cabinet, on discute. Une séance un traitement par laser endoveineux en clinique, c'est dans le même ordre de durée, avec d'autres contraintes, tout simplement. C'est tout. Et comment ça se passe? On se fait traiter, on sort de votre cabinet, on n'a pas de problème pour marcher, on récupère tout Ouais, de suite. Enfin, je sais pas, comment ça se voilà. passe? Ma première patiente avait pris un taxi au cas où. On ne croyait pas. Donc, je dis, mais si vous repartirez comme ça, je dis, on ne peut pas se faire opérer des varices et puis repartir comme ça. Si, c'est ça, c'est ce confort-là que ça apporte.
que ça soit presque aussi simple, effectivement. Alors, je vais pas dire d'aller chez le dentiste, parce qu'on a tous un peu peur d'aller chez le dentiste. Mais, mais oui, voilà, Chez on vous, vous vient, on faites pas part. mal. Vous ne faites pas mal, vous. Ouais. Alors, on va pas dire que ça fait pas mal, ça picote un peu, comme me disent mes petites mamies, mais c'est pas douloureux. Voilà, on peut pas faire quelque chose de douloureux au cabinet sans vous prévenir non plus. Euh, il y a une sensation qui peut être parfois désagréable. Un petit peu d'anesthésie locale peut être nécessaire. C'est rien de pire, encore une fois, que chez le dentiste. Les tartrages, ça fait mal, on endort un petit peu, puis on n'en parle plus. C'est la même chose. On a une autre question là, si on est traité par écothérapie, parce que c'est vrai qu'avec certaines techniques, il y avait de la réapparition de varices. Est-ce que c'est le cas avec l'écothérapie? Et si ça réapparaît, au bout de combien de temps il faut que je refasse une séance? Alors, c'est tout simple. Aujourd'hui, avec les techniques thermiques, quand on a les résultats qu'on a aujourd'hui, on sait qu'on est dans des ordres de récidive qui sont inférieurs à 20% à 5 ans. Et ça, c'est pour les traitements, on va dire, quand on prend la fourchette de mauvais résultats. Effectivement, sans faire de publicité, mais notre centre est effectivement bien placé en France. On a une expérience qui est assez importante en laser et nos taux de récidive sont moins de 5% à 15 ans. C'est quand même quelque chose de formidable. Hein. Dans un traitement médical qui donne moins de 20% de récidive, déjà. Docteur, on ne vous entend plus. Je n'ai plus de son. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Je suis revenu. Voilà, vous êtes là. Très bien. Okay. Bon, Donc vous nous disiez. Pardon. Je ne sais pas où ça a coupé. C'était les récidives, oui, je pense que vous aviez répondu, mais et donc, les récidives, oui, les techniques précédentes étaient, soit ça marchait très bien, soit ça ne marchait pas. Il y a 50% des gens qui récidivaient à 5 ans pour des raisons anatomiques, le plus souvent au niveau du pli de laine. Et les techniques endothermiques, ou enfin les techniques thermiques en général, elles permettent de ne pas attaquer la crosse de la saphène, la région de laine, de manière aussi agressive qu'avant, et ça conditionne complètement les suites du résultat, en fait. C'est ce qui conditionne la tenue à long terme du geste. Et puis, le fait de chauffer une veine, bah, oui, ça fait pas mal. On ne l'arrache pas, donc on n'a pas de suite. On n'a pas de suite importante, hein, quelle que soit la technique thermique. C'est ça l'idée. Il y a une personne qui disait qu'elle avait une épine calcanéenne. Ouais, c'est ça. Et vous lui préconisez quoi à cette personne? Alors, les épines calcanéennes, effectivement, c'est extrêmement handicapant parfois pour pouvoir marcher. Les traitements ne sont pas très agréables, c'est vrai. On fait souvent des ondes de choc chez le kiné ou des infiltrations chez les rhumatologues. Il faut soulager la pression sous le pied. De mémoire, on fait une talonnette, on fait faire une semelle avec un petit évidement central pour soulager la pression à cette zone-là. Du coup, effectivement, marcher, c'est compliqué, parfois, de pouvoir marcher ces 10 000 pas avec une épine calcanéenne. Le port de la contention, du coup, devient capital quand on a des symptômes veineux. Et puis les petits exercices de contraction musculaire. Encore une fois, je fais le pédalier, etc. Je fais le vélo pour soulager en attendant de pouvoir remarcher normalement. C'est ce qu'on peut conseiller en attendant. Est-ce que faire du vélo d'appartement, c'est conseillé ou Parfait. pas? Oui, c'est d'accord. Sinon, il y avait les signes qui doivent me pousser à aller voir un médecin. Quels sont-ils? Alors, d'abord, ce qui va vous gêner. On peut avoir une fois de temps en temps les jambes lourdes. Bon, ça arrive à tout le monde, j'allais dire. On a même il fait chaud. typiquement. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a 3 pics de douleurs veineuses dans l'année. Il y en a 2 au moment des changements de saison. Le système veineux est très sensible au changement de pression atmosphérique, hein, c'est un tuyau. Et au printemps et à l'automne, on a des pressions atmosphériques qui bougent beaucoup et on l'observe tous. Moi-même, j'ai une insuffisance veineuse fonctionnelle. En mars, j'ai toujours plus mal qu'au mois de juillet. Voilà. L'été, alors on peut avoir mal, mais ça va être plutôt le domaine des œdèmes, en fait. C'est là que ça gonfle un peu plus. Il y a beaucoup de patients qui disent non, je ne suis jamais en kikiné, sauf l'été, ça gonfle un peu, ça m'ennuie. Donc ça va vraiment être ces signes-là, ils peuvent être saisonniers. Donc, tant que ça reste comme ça, voilà, si c'est une fois de temps en temps, point barre. Par contre, effectivement, quand ça se répète en dehors de ces périodes-là, où ça devient de plus en plus fréquent, ou qu'il faut repérer, tiens, je suis embêté la semaine, mais je ne suis pas embêté le week-end, qu'il y a manifestement un facteur professionnel qui vient dégrader votre réseau veineux, ce sera peut-être l'occasion de vous faire prescrire une contention par votre médecin de famille, tout simplement pour commencer. Et puis, si même malgré ça, ça ne va pas, effectivement, il faut peut-être penser à faire un échodoppler. Justement, il y a une personne qui a des œdèmes aux chevilles
elle porte des gants de contention, elle a été voir un flébologue, donc un de vos confrères, peut-être qu'il faudrait qu'elle aille vous voir ou un autre, je ne sais pas. On lui dit que c'est une insuffisance lymphatique et qu'il n'y a absolument rien à faire. C'est vrai? Alors, oui, c'est vrai. Rien à faire? Non. Alors, les lymphatiques, c'est quoi? C'est le petit dernier dont on n'a pas parlé effectivement dans la présentation. Je vais vous donner une image toute simple. Dans un tunnel, il y a une voie qui permet d'aller dans un sens et une voie qui permet d'aller dans l'autre. Mon artère et ma veine. Au milieu, il y a toujours une voie de service pour les équipes techniques, pour faire l'entretien, etc. Les lymphatiques, c'est un peu la voie de service. Il y a un volume d'eau important qui arrive par les artères et tout ne repart pas par les veines, en fait. Et ce volume de liquide lymphatique, c'est 15 à 20 litres par jour dans tout le corps humain. C'est important. Et rien qu'un litre dans les jambes, je peux vous dire que c'est déjà pas mal. Et ce système lymphatique, il va pouvoir être dégradé, soit primitivement, il est malade, il y a une insuffisance lymphatique, comme on peut avoir une insuffisance veineuse, soit il a souffert d'une insuffisance veineuse, mais en tout cas, il ne va pas faire ce travail de récupération et de résorption de cette eau. Il faut penser aussi le réseau lymphatique un peu comme des relais de poste pour les cellules de défense qui sont là, mises les lymphocytes, etc. Pour aller vite sur un site d'infection, je me fais une coupure, vite on envoie des cellules de défense, alors elles ne partent pas de l'autre bout, elles sont là en stock, et puis elles viennent souvent par le réseau lymphatique, schématiquement. Hein. Mais du coup, effectivement, dire qu'il n'y a rien à faire, alors, c'est pas moi, mais il y a un centre hospitalier pas très loin de chez moi où il y a une consultation de lymphologie. C'est devenu une spécialité un petit peu à part entière, où ils font ça très très bien, effectivement. Il y a plein de conseils de réalisation d'automassage, de bandage. Il y a tout un bilan à faire justement pour comprendre si les ganglions sont abîmés, s'ils sont ralentis. Il y a tout un tas de choses à bilanter pour savoir comment vous soulager au mieux. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas les réparer. Il y a quelques publications de gens qui font de la réimplantation de ganglions lymphatiques dans des circonstances particulières. Vous avez eu de la radiothérapie, ça a cramé les ganglions, on en réimplante pour essayer de soulager. C'était fait à Paris pendant un temps, je crois que c'est fait en Suisse. Ça coûte assez cher. Mais voilà, il n'y a effectivement rien à faire pour réparer un lymphatique qui ne marche pas, on ne sait pas faire. C'est la même chose que pour les valvules. D'accord, donc on a des jambes gonflées, ça peut être la rétention d'eau, un problème d'insuffisance lymphatique. Là, cette personne demande si les vénotoniques, vous aviez tout à l'heure un peu répondu, s'ils sont conseillés pour les jambes gonflées. Voilà, ça permet, vous disiez, d'aller voir, d'aller consulter et peut-être de se dire qu'il y a un problème. Après, lequel, ça c'est... Tout à fait. C'est à voir. Alors, on peut introduire une petite nuance, hein, tout à fait. Il y a quelques lymphatiques, alors j'imagine que je n'ai pas le droit de citer de marque, il y a quelques... Oui, bien sûr. Sinon, c'est de la publicité. À activité endothéliale qui aurait été prouvée, avec une activation justement de ce réseau lymphatique, hein, en venant l'activer un petit peu et en permettant de résorber un peu de cet œdème. Voilà. Souvent, quand on a un œdème, s'il n'est pas lymphatique et qu'il est bien veineux, les vénotoniques permettront de passer un cap, encore une fois, et d'attendre, mais souvent, il y a simplement un bilan à faire et voir ce qui se passe. Le Covid-19, bon, il est toujours là. Hein. Est-ce que ça a une influence, on l'avait vu là sur l'insuffisance veineuse, dans le sens où ça nous a un peu empêché de marcher. Et si on est insuffisant veineux, est-ce qu'on est plus à risque face au Covid-19 ou pas? Parce qu'on a vu que, par exemple, les gens qui prenaient certains médicaments étaient moins à risque, les femmes, les personnes plus jeunes. Voilà. Est-ce que l'insuffisance veineuse, ça a une incidence face au Covid-19? Il y a deux questions. Il y a insuffisance veineuse et Covid et insuffisance veineuse, en fait. Voilà. Mais, tout à fait. Alors, l'insuffisance veineuse n'est pas la priorité des voies de recherche dans le Covid, mais on a quand même constaté une augmentation des épisodes de thrombose, c'est-à-dire de phlébite, d'abord d'embolie pulmonaire, parfois spontanée. Il se passe quelque chose dans la circulation avec le Covid, mais vraiment, je ne veux pas alerter les gens. On n'en est pas là. Non. Il ne va pas y avoir une épidémie de phlébite demain matin si vous sortez. Ce n'est pas ça du tout, d'embolie pulmonaire. Mais on en est encore à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais oui, il y a une réaction au niveau de la paroi des vaisseaux qui peut être source de petites thromboses. Alors pour l'instant, ça se passe vraiment
juste au niveau pulmonaire. On ne sait pas si c'est lié à la présence du virus dans le poumon spécifiquement, etc. On a vu aussi, ça a été décrit, des épisodes d'engelure qui se voient d'habitude plutôt l'hiver, pas en ce moment. L'engelure, ce sont des petits vaisseaux qui se resserrent très fort, ça fait comme un infarctus de la peau, ça guérit sans séquelles. Là, manifestement, il y a des phénomènes de microthrombose qui peuvent se produire. Alors, c'est pour l'instant vraiment en cours d'étude. On ne sait même pas si ça va avoir des conséquences cliniques pratiques. Et honnêtement, s'il y avait quelque chose de grave, on le saurait déjà, vu le nombre de cas. S'il y avait un vrai rapport entre Covid et un risque de phlébite parce que j'ai des varices, ça se saurait probablement. A contrario, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai des varices, je suis à risque de phlébite. Et si je ne sors pas, je reste chez moi, on augmente la sédentarité et donc on augmente le risque de phlébite lié à cette sédentarité. Donc du coup, vraiment, les exercices de mobilisation, le fait de bien penser à s'hydrater, etc., c'est extrêmement important. Portez votre contention, je l'aurais dit, je crois. Et la Société française de médecine vasculaire a effectivement édicté des recommandations pour les patients Covid plus diagnostiqués et laissés à domicile, parce qu'ils vont plutôt bien, mais tout simplement, quand vous avez 40 de température, vous restez plus longtemps couché. C'est rien de très différent que la prise en charge qu'on va pouvoir avoir l'hiver avec les épidémies de gastro, les patients qui ont des phlébites qui me disent « ça fait 3 jours que je suis couché, je ne peux pas venir à mon rendez-vous ». Vous levez, vous marchez, vous bougez, voilà. Venez. Voilà. Ouais. Il peut être dans certains cas nécessaire de mettre effectivement ce qu'on appelle une prophylaxie, une prévention par des anticoagulants. C'est sous prescription médicale, sous notre évaluation, dans des cas très particuliers. On retombe un petit peu dans les critères de personnes à risque avec Covid, plus de 70 ans, obésité au-dessus de 30 pour le BMI, traitement pour un cancer en cours, et de mémoire, une chirurgie majeure de plus de 3 mois. Mais ça, voilà, il suffit, votre médecin le sait. Mais appelez vos médecins, c'est important. Oui, ou bien des problèmes génétiques liés à la coagulation du sang. Mais là, effectivement, oui. Si c'est diagnostiqué, votre médecin le sait et peut voilà. Tout à fait vous conseiller. On appelle effectivement les thrombophilies, par exemple, qui sont alors pas des maladies, mais des motifs génétiques qui favorisent la thrombose plus facilement. Ça peut être effectivement un argument pour dire, attendez-vous, je vous mets sous machin parce que ceci. Nous, on le sait, mais voilà, il n'y aura pas demain d'épidémie d'embolie pulmonaire spontanée à cause du Covid. Vous pouvez sortir. On peut sortir. En plus, il fait beau. Je ne sais pas si tous les gens qui nous regardent, il fait beau dans toute la France, mais en tout cas, nous, on a d'excellence, on a très beau soleil aujourd'hui. Et alors, si on n'est pas du tout sportive, et même s'il fait beau, on n'a pas tellement envie de bouger, on n'aime pas trop marcher, enfin, bref, on est quand même adepte de la station assise. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est plus à risque et comment on peut éviter l'insuffisance veineuse? Alors, comptez sur votre capital déjà, j'espère qu'il est bon. Demandez à vos tantes, à votre grand-mère, votre mère s'il y a eu beaucoup de varices dans la famille. C'est de toute façon pas une attitude de santé en général, même sans se limiter à l'insuffisance veineuse. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas faire du sport, je comprends tout à fait. Encore une fois, si on prend les 7500 pas par jour, ce qui doit faire à peu près 4 km, et qu'on en fait 25%, ce qui fait un petit kilomètre d'un bon pas, pour aller choper son métro. En fait, c'est ça. J'ai remarqué, il y a beaucoup de patients en télétravail qui m'ont appelé et qui ne se rendaient pas compte à quel point le simple fait de se lever le matin, de prendre la voiture, d'aller au boulot et d'aller au resto d'entreprise, ça suffit en fait à pas être gêné. Mais là, d'être confiné pendant quelques semaines, clac, on bascule de l'autre côté. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus avoir en permanence en tête ces jambes à se dire si je ne bouge pas, je vais avoir des varices. Non. C'est anxiogène, ouais, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Ça fait partie de toute façon, l'activité physique, d'une démarche de santé. Alors, les signes qui doivent me pousser à voir un médecin, quels sont-ils? Les crampes, les douleurs qui persistent, qui se répètent, ça revient. Voilà, c'est pas juste 3-4 jours en plein mois d'août. Ce sont ces signes de lourdeur, de douleur, de crampes qui arrivent en fin de journée. Le petit œdème qui va se constituer, toujours pareil, c'est cette notion de répétition au fur et à mesure des jours qui passent, de l'activité professionnelle. Se dire, tiens, c'est vrai, j'ai pas été gêné le week-end, on a bougé, on est allé à droite, on est allé à gauche. Il y a donc une insuffisance veineuse qui peut être sensibilisée par l'activité professionnelle et on a vu qu'il y avait des moyens de ralentir et de soulager.
ralentir et soulager. On ralentit, on soulage et ça va toujours pas. Donc, il faut quand même aller consulter, je suppose. Bon, souvent, parce que même les garçons le font dans ce cas-là, quand on a des crampes la nuit, à avoir du mal à s'endormir, que la journée, on est fatigué, on rentre, on a les jambes qui pèsent, on est de mauvais poil, peut-être un petit peu. C'est qu'il faut venir. On a toujours une bonne idée, une bonne raison de ne pas aller chez le dentiste parce que j'irai demain, j'ai pas le temps. N'attendez pas de vous réveiller avec une rage de dents dimanche à 7h quand c'est difficile de trouver quelqu'un éventuellement. C'est ces signes-là qui vont se répéter. C'est vraiment la répétition et l'intensité des symptômes. C'est ce que je dis donc, à mes patientes qui sont stables. Je dis, n'hésitez pas. Si vous avez l'impression que ça revient plus régulièrement, que les symptômes réapparaissent, ou qu'il y a un truc une varice qui sort. Parfois, on a une varice qui sort et puis on n'a pas eu de symptômes. Ça peut arriver aussi. Il faut appeler. On est là. Donc là, justement, avec le déconfinement, c'est le moment de prendre votre téléphone et ou les sites internet sans les citer de prise en rendez-vous en ligne. C'est le moment de prendre rendez-vous. Oui, voilà, ça va aussi être l'été arrive, donc c'est le moment de faire les bilans. Ouais. Les jupes. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui on peut aussi traiter et puis quand on aura le droit d'aller à la plage, aller à la plage rapidement derrière. Toutes les solutions sont possibles. On peut aujourd'hui effectivement s'y traiter l'été. Ça, c'est une vieille habitude qui est un peu une idée reçue. Les médecins phlébologues dans le passé étaient souvent des médecins de cure et allaient l'été dans leur oui. C'est simplement ça. Et puis, oui, les chirurgiens prennent des vacances l'été. Non, oui, normal. Enfin, s'ils peuvent partir comme nous tous. Oui, alors cette année, ça va être compliqué, je crois. Oui. Donc justement, vous avez travaillé là cet été. Combien d'attentes pour avoir un rendez-vous? Écoutez, en moyenne, alors là on a réorganisé un peu les plannings, on a vu un peu les patients fragiles, donc on a de la disponibilité. On s'est arrangé aussi pour en créer justement pour répondre aux demandes. Je pense qu'on a tous fait un peu pareil dans nos cabinets. Sans faire un tri, on a redistribué les priorités. Sinon, oui, à pleine période, parfois ça peut prendre 3-4 mois pour voir un médecin, mais ça c'est un peu la démographie médicale qui veut ça. Alors, les outils modernes, c'est vrai, c'est sympa. Ça permet d'ouvrir des plages un peu au fur et à mesure. Tous les 15 jours, on a des plages qui s'ouvrent pour éviter que ça soit rempli 4 ou 5 mois à l'avance. Parfois, les places sont un peu chères, oui, c'est vrai. Bon, parfois, il y a des annulations. Enfin bon, en tout cas, il ne faut pas hésiter à le faire maintenant. Oui, voilà. De toute façon, le bilan, il faut le faire. On ne va pas forcément se jeter sur un traitement, mais les bilans, il faut les faire. C'est comme ça. C'est comme les papiers, il faut les faire. Donc, y a-t-il d'autres questions? Auquel cas, nous allons clore ce Facebook Live. Mais avec plaisir. Voilà. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation, à toutes ces nombreuses questions, parce que je vois l'intérêt, les gens qui décrivent ce qu'ils ont et qui savent pas forcément, qui n'ont pas forcément un diagnostic qui est posé sur ce qu'ils ont, les jambes qui gonflent, ok, ça peut être plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas à consulter, surtout aller voir votre médecin. Et je vous rappelle que la conférence est enregistrée, donc vous pouvez tout à fait la revoir, et également quand vous voulez, et bien sûr la partager. Et n'oubliez pas, donc, si vous avez des soucis et si vous ne savez pas de l'insuffisance veineuse et si vous ne savez pas ce que c'est exactement et si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à consulter. Merci, docteur. Merci à vous, Christine. Merci beaucoup. Et très bonne soirée à tous. À vous aussi. Et on reste encore chez soi.